Ce sont les derniers instants de la petite Arya Talati, 4 ans avant que la police n'accuse sa mère, la pédiatre docteur Nia Gupta, de l'avoir étouffée et d'avoir simulé une noyade accidentelle. Nous allons analyser ce que nous voyons dans ces nouvelles images de vidéosurveillance, avec un détective retraité du New York Police Department, afin de comprendre ce que cela signifiera pour l'enquête. Bienvenue dans Sidebar présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Vous vous souvenez sans doute de l'affaire d'Arya Talati, 4 ans retrouvée morte dans la piscine d'une maison de location en Floride fin juin 2025. Sa mère, la docteure Nia Gupta, une pédiatre de l'Oklahoma, est accusée d'avoir étouffé sa fille et d'avoir mis en scène la scène du crime. La raison pour laquelle nous reparlons de cette histoire, la raison pour laquelle nous y revenons, c'est parce qu'une nouvelle vidéo de surveillance vient d'être publiée. Elle montre cette petite fille, montre Arya dans les derniers jours de sa vie, des moments que, jusqu'à présent, nous n'avions pas pu voir ici. Une vidéo de surveillance récemment publiée, obtenue par Law and Crime, montre ce qui ressemble à une sortie ordinaire à la plage entre une mère et sa fille. Encore des instants désormais éclairés d'une lumière nouvelle et froide. Quelques jours après l'enregistrement de la vidéo, la fillette a été retrouvée morte dans la même maison. Si vous suivez Sidebar, vous vous en souviendrez. Docteur Nia Gupta, cette pédiatre, au centre de ce qui est sans doute l'un des décès d'enfants les plus choquants de ces dernières années que nous avons couverts ici dans l'émission. Vous vous souvenez sûrement de ce moment dramatique où les marshals américains l'ont arrêté chez lui en Oklahoma, le 1er juillet 2025. Police avec le Seigneur. Ouvrez la porte. Faites-le maintenant, ça va apparaître. Venez à la porte. Les mains! Sortez! Contact! Viens ici! Voilà le truc. D'accord, c'est ça qui est intéressant. Gupta a d'abord été inculpé de meurtre au premier degré. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. L'accusation initiale d'homicide involontaire aggravé a ensuite été requalifiée en meurtre. D'accord, nous allons aborder tout cela et nous allons analyser ce que nous voyons pour la toute première fois dans ces images de vidéosurveillance nouvellement publiées dans un instant. Comment en est-on arrivé là? Que se passe-t-il? Quel est le contexte? Selon un mandat d'arrêt, la police a été appelée à 3h41 du matin, le 27 juin 2025, dans une location de courte durée à El Portal, Floride, en dehors de Miami. Et cela s'est produit après qu'un appel a été passé par Gupta, signalant que sa fille de 4 ans s'était noyée. Le mandat précise que les agents ont trouvé à terre la victime décédée, inconsciente et immergée dans le grand bassin de la piscine. Le personnel du AMDFR a extrait la victime décédée de la piscine et a commencé la réanimation cardiopulmonaire. La victime a été déclarée morte à 4h28. Gupta a déclaré aux enquêteurs qu'elle dormait près de sa fille, s'est réveillée et a constaté qu'elle avait disparu. Elle a dit que la porte-fenêtre donnant sur la piscine avait été ouverte et qu'elle avait tenté de sauver sa fille, sans réussir car elle ne savait pas nager. Rappelez-vous qu'elle ne savait pas nager. Le mandat précise qu'elle a tenté de sortir la victime de la piscine. Cependant, elle n'a pas réussi en raison du fait qu'elle ne sait pas nager. Nous reviendrons sur ce détail plus tard. Mais c'est la version de l'histoire que Gupta aurait apparemment racontée aux autorités. L'autopsie raconte ici une histoire bien différente. Pourquoi? Le médecin légiste du comté de Miami-Dade a constaté qu'il n'y avait pas d'eau dans les poumons ni l'estomac d'Arya. Le rapport a aussi noté des coupures dans sa bouche et des ecchymoses sur ses joues. Donc, des blessures qui ne sont pas compatibles avec une réanimation cardiopulmonaire, selon ce professionnel de santé, mais qui sont compatibles avec une asphyxie par étouffement. Selon les mots du médecin légiste, je cite, la victime décédée était déjà morte avant d'être placée dans la piscine. Et cette conclusion a transformé un rapport d'accident tragique en une enquête pour homicide. Gupta a été arrêté le 1er juillet à son domicile d'Oklahoma City, quelques jours après les conclusions du médecin légiste. La vidéo de la caméra corporelle, obtenue par Law and Crime, montre les United States Marshals forçant l'entrée de sa maison où ils ont finalement trouvé Gupta caché dans une buanderie. Police avec le Seigneur! Ouvrez la porte! Tout de suite, c'est maintenant qu'on intervient. Venez à la porte! Retournez-vous, préparons une brèche. Brèche. Nia Gupta, viens à la porte d'entrée. Fais-le maintenant. Marshals américains, nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Venez à la porte d'entrée. Fais-le maintenant.
Regarde l'œil de la clé. On a Jones Light ici. Ouais. Ouais, on l'a, on est à l'intérieur de la maison. Allons voir ce qu'il y a devant ce placard. Claire. Oui, en effet, ça revient un peu, donc tu es arrivé là. Je vais sortir dans le garage là-bas, ouais. D'accord, on va ranger ce garage, alors recule un peu, tu veux bien. D'accord. Non. Ouais, prenons quelque chose. Je me demande ce qu'il y a dessus. C'est un cadenas ou quelque chose comme ça. C'est clair. Hey, on ouvre ces portes verrouillées. On ouvre ces portes verrouillées. Les mains, sortez, contact, à la tombe. Viens, Léa. D'accord, lève-toi. Elle n'a pas été contrôlée. Bien. Placée en garde à vue, elle a ensuite été extradée en Floride. Elle a comparu pour la première fois devant le tribunal le 18 juillet, où les procureurs ont soutenu que les preuves indiquaient un acte intentionnel et prémédité. L'avocat de Gupte a jugé l'accusation prématurée, parlant d'un accident tragique et non d'un crime, et a reproché aux enquêteurs leurs conclusions hâtives. Le juge s'est référé aux conclusions du médecin légiste. Ses poumons étaient secs, preuve qu'elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas noyé. Donc, pour cette audience, il y a une cause probable. De plus, elle a attendu 10 minutes avant d'appeler prétendument le 911 pour demander de l'aide. Gupta s'est vu refuser la liberté sous caution.
Nous revenons maintenant aux nouvelles preuves, d'accord? Et pour m'aider à décomposer, je veux inviter un invité spécial, ami de l'émission, Tom Smith, détective à la retraite du New York Police Department et co-animateur du Gold Shield Show. Ravi de vous voir, monsieur. Merci d'avoir trouvé le temps de venir. Quand vous arrivez sur une scène comme celle-ci, et je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, j'espère que non. Mais comment faites-vous la différence entre un accident, n'est-ce pas, une mort accidentelle et un homicide potentiel? Eh bien, quand vous arrivez sur place, vous ne le faites pas. Votre toute première priorité est d'aider la victime. Ou, vous savez, quoi qu'il faille faire pour la victime, c'est ce que vous faites en premier. S'occuper de cela, appeler une ambulance, fournir l'aide nécessaire à la victime. Et ensuite, plus tard, quand les détectives arrivent et que les dépositions commencent, qu'avez-vous observé en premier? Qu'avez-vous vu en premier? C'est à ce moment-là que l'on commence à analyser comment cela s'est produit ou quelles étaient les circonstances autour de l'événement. Pouvez-vous dire, rien qu'en observant une scène, sans même parler de l'ennemi, à partir des preuves physiques sont présentes sur les lieux? Pouvez-vous déterminer si quelque chose a été falsifié? Pouvez-vous dire si quelque chose a été mis en scène? Pouvez-vous dire si quelque chose ne colle pas? Quels sont ces indices? Oui, cela dépend de l'endroit, comme une pièce ou une chambre. Oui, tu pourrais jeter un coup d'œil rapide et voir, tu sais, ce qui a bougé, ce qui était cassé, ce qui ne l'est pas. Une scène extérieure avec seulement une piscine est très difficile. Les résultats d'autopsie sont-ils une vérité absolue? Avez-vous déjà contesté les conclusions d'une autopsie selon votre enquête? Non, absolument pas. Ce sont eux les experts. C'est leur domaine. C'est pour ça qu'ils sont formés et payés. Et je n'en ai pas rencontré un seul avec qui j'étais en désaccord. Certains, tu les questionnes davantage. Explique-moi un peu plus. Dis-moi comment cela n'est pas arrivé, ou comment tes conclusions en arrivent là. Tu sais, ces conversations ont lieu. Mais juste dire non, tu sais, ce n'était pas ce que je pensais, non. Quand je te dis qu'il n'y a pas d'eau dans les poumons de cette petite fille, qu'est-ce que ça te dit? Elle ne s'est absolument pas noyée. Je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est en fait la première chose que j'ai vérifiée dans cette affaire. Quels étaient les résultats de l'autopsie concernant ses poumons, sa trachée, tout ce genre de choses. Et l'absence d'eau à cet endroit élimine complètement la possibilité de noyade. Concernant les images de vidéosurveillance dont nous allons parler, de manière générale, à quel point les images de vidéosurveillance sont-elles importantes dans une affaire comme celle-ci, en particulier les images qui précèdent un certain événement? Que cela vous apprend-il sur les pensées, actions ou gestes d'une personne? Que cherchez-vous? Oh, énormément. Vous savez, les interactions entre les deux, les conversations entre les deux, ce que chacun dit, tout cela est déterminant pour orienter le cours d'une enquête, surtout parce qu'il s'agit de la famille. Les choses avancent à un rythme naturel, c'est ce que vous souhaitez voir. Et vous voulez essayer de saisir les petits indices, peut-être une remarque négative ou un petit geste qui a été fait et qui conduit, vous savez, à un événement terrible comme celui-ci. Et beaucoup de gens, je ne parle pas forcément de ce cas, et beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils sont filmés. Vous voyez? Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont sur une vidéo de surveillance. Oui, et c'est leur propre maison. Oui, oui, waouh, mais c'est un bon point. Je veux dire, on voit ça souvent. Mais tu sais, même dans le cas de Marc Sanchez, c'est une situation totalement différente. Mais tu sais, il existe sûrement plusieurs vidéos de l'attaque présumée et de lui se promenant. Des caméras sont partout et tout est capté. Donc j'imagine qu'en quelque sorte, résoudre un crime, essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Oh, c'est beaucoup plus facile. Vous savez, je ne dirais pas forcément plus facile, mais la technologie d'aujourd'hui aide vraiment les enquêtes à avancer. La présence de caméras vidéo, comme vous l'avez dit, est partout. Si ce n'est pas dans un magasin ou un coin de bâtiment, c'est sur un feu de circulation ou la sonnette connectée à la porte d'entrée de quelqu'un. La couverture de la technologie de surveillance aujourd'hui est sans fin. Donc au début, d'accord. Au début, elle est inculpée pour meurtre au premier degré, et c'est intéressant parce que, mais un mois plus tard, les procureurs ont requalifié cela en homicide involontaire aggravé. Mais le 13 août, les procureurs ont rétabli l'accusation de meurtre. Cette fois, c'était au second degré. Ils affirment toujours que les preuves montrent que la fille a été étouffée et que la scène a été simulée. As-tu déjà vu des allers-retours comme ça concernant des chefs d'accusation? Eh bien, tu sais quoi? Voici ce que je veux dire à ce sujet. Toi et moi, on a déjà eu cette discussion. Tu m'as déjà demandé dans d'autres émissions pourquoi ça prend autant de temps lorsqu'il y a une enquête en cours pour déterminer de quoi on va accuser quelqu'un. C'est exactement pour ça. Parce que si tu vas trop vite, voilà ce qui arrive. Et maintenant, le parquet a l'air ridicule. Les détectives sont un peu au milieu de tout ça parce qu'ils savent
Probablement ce qui devrait être retenu comme chef d'accusation, mais c'est au procureur de le faire. Et ça influence les jurés. Vous savez, pendant un procès, les jurés ne sont pas censés regarder les informations ou lire le journal, peu importe. Mais avant, dans votre propre vie, vous allez le faire. Donc maintenant, vous vous demandez, est-ce que l'accusation est vraiment sur la bonne voie? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qu'ils font? C'est pourquoi je vous ai toujours dit que plus vous prenez le temps de tout examiner méthodiquement et de vous assurer de le faire une seule fois et correctement, plus vous avez raison de le faire. Voilà exactement pourquoi. Dans quelle mesure la police, dans quelle mesure les enquêteurs influencent-ils les décisions du procureur concernant les chefs d'accusation? Ils ont une influence, cela dépend de la relation que vous avez. La plupart des détectives et procureurs entretiennent de bonnes relations car ils travaillent toujours ensemble. C'est un peu comme une seule équipe. Et c'est pour ça que cette relation est si importante, parce que chacun doit se fier à l'avis et à l'expérience de l'autre, à ce que vous avez vu, à votre intuition, mais ensuite on ne peut pas se baser uniquement sur l'intuition dans la loi. Ensuite, c'est la loi qui doit prendre le dessus. Donc c'est un va-et-vient, mais la relation est vraiment importante pour l'expérience de chacun. Tu es en train de dire que New York Police Judiciaire est réaliste? C'est exact? Oui. Ouais. Nous avons eu, oh oui, et tu sais quoi, ce n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Tu sais, il y a eu des désaccords. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Je parlais de l'émission. Ouais, Ouais, ça c'est exact. ouais, ça arrive car tu poursuis deux choses différentes. Tu sais ça va dans le monde des forces de l'ordre, le travail du détective, c'est d'enfermer le méchant. Ouais. La loi exige qu'ils le poursuivent et l'emprisonnent. Ce sont deux mondes différents. Ouais. Mais ils finissent un peu par trouver un terrain d'entente au milieu. Mais inévitablement, la loi finira toujours par triompher. Parlons des images de surveillance. C'est vraiment étrange. Il y avait des caméras dans cette location et elles ont filmé la docteure Nia Gupta les 25 et 26 juin. Ce sont les derniers jours avant la mort de cette fillette. Les images que nous avons obtenues montrent cette fillette de 4 ans dans de petits moments ordinaires avec sa mère dans cette location de courte durée, avant que les autorités ne disent qu'elle a été retrouvée morte dans la piscine du jardin. Sur les images, vous pouvez voir celle que la police identifie comme étant Gupta arrivée à la maison de El Portal dans sa voiture le 25 juin, puis sortir avec sa fille. Vous pouvez même entendre la voix d'Aria ici. Vous la voyez de nouveau dans cette vidéo, où Gupta semble se diriger vers sa voiture et prendre les sacs. Plus tard, elle apporte une valise tandis que la voix de la fillette reste en arrière-plan. Ce soir-là, une livraison arrive. Le lendemain après-midi, un changement de couche a lieu. Plus tard, Gupta porte la fillette épuisée à l'intérieur. Je vais vous dire, ce sera la dernière fois qu'Aria a été vue vivante. Car le lendemain matin, nous sommes maintenant le 27 juin, des gyrophares, les premiers intervenants arrivent et enfin la scène déchirante. Son corps est emmené sur une civière. Tom, ces images sont importantes selon moi. Qu'en pensez-vous? Parce que cela semble tout simplement ordinaire. Et si vous pensez à ce dont elle est accusée, y a-t-il quelque chose là-dedans qui soit un indice? Non, c'est ce que j'ai déjà dit, les images vidéo, c'est génial. Chez les enquêteurs, on recherche souvent des vidéos pour détecter des anomalies, mais ce n'est pas systématique. Comme je l'ai dit, c'est une interaction normale entre une mère et sa fille qu'on voit sur ces vidéos. Entendre sa voix. « Maman, je vais t'aider avec le sac. » Il n'y a vraiment aucune animosité. Il n'y a aucune tendance à la violence là-dedans. Il n'y a pas de cris, il n'y a rien de tout ça. Parfois, la vidéo correspond à ce que vous cherchez car vous connaissez déjà le résultat et l'événement. Si vous regardez les vidéos et qu'il n'y a rien, passez à l'étape suivante. Mais cela donne une chronologie. Oui, c'est très important, vous avez raison. Les chronologies, dans ce genre de cas, sont très importantes parce que vous pouvez obtenir des déclarations des personnes impliquées et celles-ci deviennent floues, confuses et se superposent les unes aux autres. Une chronologie précise via la vidéo aide beaucoup. Cela pourrait aider les avocats de la défense, non? Si une femme est accusée d'avoir tué sa fille, voyez-vous dans cette vidéo des indices montrant qu'elle allait le faire ou en était capable? Je veux dire, sur la vidéo, on pourrait dire qu'elle prend soin de sa fille. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Et écoutez, les avocats de la défense ont un travail à faire, et c'est de défendre leurs clientes. Et une vidéo comme celle-ci va certainement les aider. Par l'intermédiaire de son avocat, Gupta réaffirme son innocence, soutenant que la mort de sa fille était un accident tragique et non un crime, tout en reprochant aux enquêteurs leur conclusion hâtive.
Mais Tom, je veux en parler maintenant. Je veux évoquer un détail d'une ancienne interview de Gupta. Je ne sais pas si tu as vu, mais ça fait beaucoup réagir. Nous avons trouvé cette vidéo qui circule sur YouTube, datant du 18 novembre 2022, lors d'une discussion médicale virtuelle sur des recherches publiées par Gupta. On lui a demandé de partager une anecdote amusante sur elle-même. Voici ce qu'elle a répondu. J'adore les écoles d'aventure. Je suppose que peu de gens le savent. J'adore la plongée sous-marine et le snorkeling. La plongée et le snorkeling. Plus tôt, nous avons indiqué que, selon la police, elle avait dit ne pas savoir nager, ce qui explique pourquoi elle n'a pas pu sauver sa fille. Selon le mandat, la personne affirme avoir essayé de sortir la victime de la piscine. Cependant, elle n'a pas réussi en raison du fait qu'elle ne sait pas nager. Qu'en pensez-vous? C'est ça le problème, oui. Vous savez, parfois, vos paroles vous reviennent en pleine figure quand vous ne réfléchissez pas, évidemment, à ce qui pourrait arriver à l'avenir. Et vous donnez simplement une interview en étant honnête dans cette interview sur les choses que vous aimez, les choses que vous savez faire. Vous savez, les événements auxquels vous assistez, où vous faites du snorkeling, de la natation et tout ça. Plus tard, cela vous reviendra en pleine figure, ce qui lui pose problème. C'est comme faire du vélo, non? Une fois que vous savez nager ou que vous êtes en Dieu, vous ne perdez pas cette capacité, sauf en cas de blessure physique grave empêchant de nager. Est-ce courant de voir des gens faire des déclarations, peut-être surtout en ligne, surtout sur les réseaux sociaux, qui finissent par se retourner contre eux et contredisent quelque chose qu'ils disent un peu plus tard? Bien sûr. On critique souvent les réseaux sociaux, mais parfois ils aident les enquêtes dans ce genre de situation. Et remettons les choses au clair. Vous savez, Jez, elle ne nage pas la Manche, elle ne nage pas dans l'océan Atlantique. Elle saute dans une piscine, attrape un corps qui pèse probablement une vingtaine de kilos et le sort de l'eau. Et c'est ta fille, d'accord? Tu déplacerais ciel et terre pour t'occuper de l'un de tes enfants et tu ferais tout ce que tu pourrais pour l'un de tes enfants. Et l'excuse de « je ne sais pas nager quand tu ne nages pas vraiment », sa défense dans cette situation va-t-elle poser un problème? Maintenant, il y a autre chose dont je veux te parler. Les questions de garde, d'accord? Des questions de garde qui ont été révélées. Les enquêteurs ont également appris que Gupta était au milieu d'une bataille acharnée pour la garde avec son ex-mari, le docteur Sarab Talati, qui affirme qu'il n'avait aucune idée qu'elle avait emmené leur fille hors de l'Oklahoma. Les dossiers du tribunal révèlent qu'il a obtenu la garde exclusive temporaire, accusant Gupta d'ingérence médicale et de comportement erratique. Il a même demandé au tribunal une évaluation psychologique, invoquant, je cite, « des sautes d'humeur déraisonnables et des inquiétudes pour la sécurité de l'enfant ». Quand je dis ça, les enquêteurs le prennent-ils vraiment au sérieux? Comment tiennent-ils compte des inquiétudes précédentes liées à un comportement instable ou à une interférence dans les soins? Est-ce lié à cette affaire? Oui, c'est un élément majeur de l'enquête. Et je l'ai toujours dit, les entretiens sont tellement essentiels quand il s'agit des membres de la famille, de l'histoire passée, des choses que vous avez faites auparavant. Et quand il s'agit de bataille pour la garde, tu as parfaitement raison. Il y a tellement de choses qui ressortent lors des entretiens, surtout quand il y a des batailles spécifiques pour la garde concernant la façon dont sont les gens. Tu sais, derrière des portes closes ou hors caméra, les gens sont différents. C'est là que tu entres vraiment dans les aspects essentiels d'une relation. Quand tu traites et parles avec un ex-conjoint ou un conjoint à propos de leurs actions, des déclarations qu'ils ont faites, tout ce genre de choses va jouer un rôle important ici. La docteure Nia Gupta reste en détention à Miami-Dade, en attendant son procès pour meurtre au second degré. Les dossiers indiquent qu'elle doit revenir au tribunal le 13 novembre pour une audience de suivi. Nous allons évidemment continuer à suivre chaque développement au fur et à mesure, car il s'agit d'une affaire qui change et évolue constamment. Et nous essayons toujours de comprendre exactement ce qui est arrivé à cette petite fille. Tom Smith, ravi de vous voir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est toujours un plaisir, Jesse. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez des podcasts. Suivez-moi aussi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, on se retrouve la prochaine fois.